consacré au thème du bonheur. C'est un chapitre qu'on commence aujourd'hui, qui est pas forcément très compliqué. Je veux dire, en fait, ça te paraît très prétentieux de dire ça. Le bonheur est une question très simple. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que à la différence de d'autres chapitres qu'on a pu faire, il n'y aura pas d'énormes concepts super compliqués, de théories très très vastes à dominer, à maîtriser. Voilà. Donc, en sujets de bac qui peuvent exister sur le bonheur auront souvent trait à la question de la relativité du bonheur. Autrement dit, est-ce que le bonheur est quelque chose de relatif? Est-ce que on peut donner une définition générale du bonheur? Est-ce que il est vrai de dire que le bonheur dépend de chacun? Voilà. Alors en fait ça s'appelle la thèse du relativisme moral, hein. Ce que je viens d'évoquer, bah, c'est une forme parmi d'autres du relativisme appliquée ici à la question des mœurs, c'est-à-dire d'où moral, les mœurs. Attendez, je vous le mets dans les mœurs, ce sont les habitudes de vie, les choix de vie que les hommes sont amenés à faire. Voilà. Et donc relativisme moral, c'est relativisme relatif aux mœurs. Bon. Et donc en fait, c'est vrai que c'est une idée qui est très intuitive, hein, de se dire après tout, bah oui, en fait, finalement, chacun se plaît à des choses différentes, à des styles de vie différents. Donc, bah, il est évident que par exemple, si tel genre de vie pourrait rendre heureux telle personne, mon voisin par exemple, il n'y a aucune raison pour que moi ça me rende forcément automatiquement heureux. Je vais tout de suite prendre un exemple que j'aurai l'occasion de reprendre maintes fois dans le cours pour un peu en varier l'interprétation. Imaginez que l'on puisse, par je ne sais quel prodige, vous envoyer dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous transporter de votre vie dans la vie d'une autre personne. Et imaginons que l'on vous propulse ainsi dans la vie de l'être humain le plus heureux. C'est imaginons que ça existe, quoi, hein, qu'il y a un être humain qui soit plus heureux que tous les autres. Est-ce que vous pourriez être heureux dans la vie d'un autre? Bon, il me semble évident que non, et que même si voilà, quelqu'un pouvait être infiniment plus heureux que nous, on pourrait pas se plaire dans sa vie forcément automatiquement. Alors, cet exemple nous laisse imaginer que, bah, oui, enfin, tout est relatif, quoi. Du coup, euh, il n'y a pas un style de vie qui soit un modèle absolu, universel du bonheur, hein, mais il y a une multitude de choix de vie, de styles de vie différents qui peuvent être heureux. D'où l'idée du relativisme qui semble vraiment voilà, une question de bon sens, quoi. Si on peut avoir l'impression que, par exemple, le relativisme appliqué à la notion de la vérité peut sembler quand même quelque chose d'extrêmement louche. Bon, ici, en revanche, le relativisme semble au contraire parfaitement naturel et coulé de source. Bon. Ceci dit, moi j'ai quelques doutes sur cette idée du relativisme et je ne suis pas sûr que on ait le droit de dire effectivement que tous les styles de vie se valent, hein, et que les choix de vie faits par le plus sage des hommes et les choix de vie faits par le plus imprudent des hommes puissent être équivalents. Je ne crois pas, et je crois qu'en fait, si vous voulez, il faut distinguer relativité et variabilité. C'est-à-dire que je crois qu'on peut parfaitement admettre, je le mets dans la colonne, la variabilité, relativité, on peut parfaitement admettre en fait que les styles de vie heureux soient variables, c'est-à-dire qu'il y ait un certain nombre de styles de vie, de choix de vie qui soient heureux, hein, qu'il y ait donc une pluralité du bonheur, bien sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument admettre et qui, en fait, ne se discute même pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de chercher pourquoi, mais c'est un constat qui est absolument indiscutable. Mais ça ne veut pas du tout dire la même chose que la relativité, c'est-à-dire que on peut parfaitement admettre qu'il y ait des styles de vie, des choix de vie différents qui conduisent à des bonheurs différents, sans admettre pour autant que tout soit équivalent, hein, que tout se vale. Je crois que c'est pas du tout la même chose. Et je vais essayer, en fait, si vous voulez, dans mon cours, de défendre l'idée de la variabilité du bonheur, c'est-à-dire qu'il y a des styles de vie différents, la pluralité du bonheur, bon, mais tout en me gardant bien de tomber dans le relativisme du bonheur, hein. C'est-à-dire, c'est la différence, si vous voulez, entre plusieurs et l'infini. Le relativisme, c'est l'idée que tout est équivalent, donc il y a une infinité de styles de vie qui sont équivalents, même si malgré leurs différences. Et la variabilité, c'est l'idée qu'il y a plusieurs styles de vie, vous voyez, c'est très différent, hein, qui peuvent conduire au bonheur. Alors, voilà, je vais juste
Dans cette vidéo, en fait, bon, émettre quelques doutes sur le relativisme, ce sera la vidéo dans la suivante. On a façon à garder des vidéos qui restent d'une longueur raisonnable. J'ai bien entendu ce qu'on m'a dit à droite et à gauche, il n'y a pas de souci. Bon, donc, alors quelques doutes sur le relativisme. En fait, comme souvent, le relativisme repose sur les opinions des hommes. Et je crois que finalement, les opinions des hommes, ici comme ailleurs, ne sont pas forcément des sources très fiables. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on peut parfaitement à un moment donné estimer qu'on est heureux, mais je suis pas sûr qu'on soit toujours très bien placé pour juger de son propre bonheur. En fait, les choses qui nous sont très proches, nous ne sommes pas forcément de très bons juges. Alors, avec les ES, on en a beaucoup parlé au début de l'année. On n'a pas trop parlé avec les technos, mais bon, enfin, c'est une idée qui est assez compréhensible finalement, que nous avons une perception de nous-mêmes qui est tout à fait partielle. Et en fait, nous avons une perception de notre vie qui est très partielle. C'est ça qui est étonnant, mais l'idée de la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. C'est-à-dire que moi, je vis en ce moment un instant de ma vie. Je suis sur un point sur la trajectoire de mon existence, mais finalement avoir une idée synthétique de mon existence, pouvoir faire, vous voyez, une espèce de retour synoptique, avoir un point de vue global sur ma vie, bah, c'est quelque chose qui est finalement très compliqué et qui demanderait finalement d'avoir atteint le terme extrême de la vie. Hein. Et donc en fait, on est toujours à un moment précis de la courbe de sa vie, de la trajectoire de sa vie, et on n'a jamais un point de vue global, un point de vue totalisant qui permette d'en juger l'entièreté. C'est pour ça que nous sommes jamais très bien placés. L'idée de la vie, c'est finalement quelque chose qui est très 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 abstrait. Hein. Et par exemple, vous voyez, il peut parfaitement arriver qu'une personne, par exemple, ait l'impression, voilà, d'avoir fait des choix, enfin d'être très très heureuse à un moment donné de son existence, et puis de nager dans le bonheur, etc., sans se rendre compte au moment où il vit ces événements, sans se rendre compte qu'en fait, il ou elle est en train de faire des choix qui vont peut-être être catastrophiques pour la suite. Hein. Et c'est ainsi que parfois il y a des gens qui sont très heureux au moment où en fait ils creusent leur tombe. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, c'est comme ce qu'on dit sur la chute. Le problème avec la chute, c'est pas la chute elle-même, c'est l'atterrissage. Il y a plein de gens en fait qui font voilà, qui foncent dans le mur et qui sont très contents de foncer dans le mur parce qu'ils n'ont pas encore touché le mur. Et puis une fois qu'ils auront touché le mur, ouais, là, par contre, ce sera un peu plus embêtant. Et quelque part, c'est peut-être d'ailleurs aussi le cas de notre civilisation entière, hein, parce que nous menons, voilà, pas à l'échelle du bonheur individuel, mais à l'échelle de notre collective. Hein. Nous avons peut-être un mode de vie, un style de vie qui est un peu irresponsable parce qu'on saccage les ressources naturelles, mais on est très content parce que pour l'instant, on n'a pas encore complètement touché le sol. Alors peut-être que l'actuelle crise sanitaire du coronavirus peut mettre la puce à l'oreille de certaines personnes, mais je pense plus fondamentalement qu'on n'a pas encore pris la mesure de l'inconséquence de notre mode de vie basé sur la consommation des ressources épuisables, hein, et que on est comme ce personnage qui tombe et qui est tout content d'être en apesanteur durant sa chute, hein, qui a l'impression de voler alors qu'en fait il est sur le point de s'écraser. Oui, je voudrais ici rappeler une distinction très très simple, très élémentaire au sujet du bonheur et du plaisir. Bonheur et plaisir, voilà deux termes que l'on associe généralement ensemble, mais peut-être qu'on devrait plus soigneusement les distinguer, parce que le plaisir, c'est un sentiment momentané qu'on peut avoir, et le bonheur, en fait, c'est quelque chose de plus complet. C'est-à-dire que quand on parle de bonheur, on ne parle pas de quelque chose de simplement qui est simplement fugitif, qui va durer simplement un instant. Hein. Aristote a une très belle formule dans l'Éthique à Nicomaque. Je vous le mets ici. J'emprunte beaucoup de choses à Aristote dans ce cours. Et notamment donc cette formule dans l'Éthique à Nicomaque.
Nicomaque, c'est le fils d'Aristote, un des fils d'Aristote, et il écrit son livre d'éthique pour son fils, en fait, Nicomaque. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote cite en fait un dicton, vous allez voir, c'est étonnant, un dicton que les Grecs utilisaient couramment et que nous aussi nous continuons d'utiliser couramment. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein, c'est un dicton qui était connu des Grecs et qui signifie que, bon, voilà, un rayon de soleil signifie pas que ça y est, on est arrivé au printemps, et par conséquent, enfin, de la même façon, en fait, on peut pas juger qu'un homme est heureux sur un petit moment de joie, un petit moment de plaisir dans son existence. La différence donc entre le plaisir et le bonheur, c'est que le plaisir, ça concerne, vous voyez, un fragment de durée, tandis que ce qu'on appelle bonheur, ça concerne au contraire quelque chose qui est beaucoup plus, qui s'étale dans le temps, qui se déroule dans le temps, qui a une certaine consistance temporelle, qui est pas simplement un moment fugitif comme ça. Hein. Voilà, c'est ça c'est simplement ce que dit la langue, hein, ce que dit la distinction qui est reconnue par tous ceux qui parlent la langue, selon le sens des termes. Alors, le même Aristote, pour illustrer cette idée, prend l'exemple qu'on a appelé depuis le problème de Priam. Priam, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est dans la mythologie. Priam, c'est le roi de la ville de Troie. C'est le père d'Hector et c'est donc voilà un roi très puissant. Et alors pourquoi l'exemple de la vie de Priam est-il problématique? Parce que Priam donne exactement l'illustration d'un homme vertueux, sage, qui a mené sa vie, voilà, père d'une grande famille. Il a 50 fils et 50 filles quand même, hein. C'est pas rien. Et parmi sa descendance, de nombreux héros, bon bref. Et en fait, il voit son bonheur réduit, détruit en cendres. Piétiné sur ses vieux jours, c'est-à-dire qu'en fait quand les Grecs débarquent sur les rives de Troie, lui il est déjà très âgé, il a sa vie derrière lui, il a toujours été un homme, voilà, un homme supérieur, un homme excellent, un homme admiré, respecté, voilà, qui a fait son métier d'homme. Et puis les Grecs arrivent et donc ils saccagent tout. La guerre va durer 10 ans. Au cours de la guerre, il a la douleur de voir son fils chéri Hector, le champion des Troyens, se faire massacrer par Achille, mourir surtout dans l'ignominie, dans l'infamie, hein, puisque en fait, vous savez, quand Achille se décide à prendre les armes pour venger Patrocle, Patrocle c'est son cousin et son amant, enfin son ami on va dire, bon il a été tué en combat singulier enfin au cours de la mêlée par Hector. Et donc, quand Achille apprend cela, il est fou de douleur et il décide de reprendre les armes. Lui qui a cessé le combat, en fait, au début de l'Iliade, il décide de reprendre les armes pour aller venger la mort de son ami. Et en fait, au moment où il défie Hector, celui-ci est pris de panique. En fait, il y a une déesse un peu fourbe qui le prend, le saisit de panique. Et en fait, il se met à courir autour de Troie. Il fait, je sais pas combien de fois, le tour de la ville comme ça. Et c'est vraiment l'humiliation totale. Et alors évidemment, Achille le massacre. Et en fait, Achille, pris dans sa colère, va attacher le corps de sa victime à son char et traîner en fait c'est-à-dire profaner le corps du malheureux Hector et le ramener à sa tente, le mettre sous sa couche, sous son lit. Il refuse en fait de le rendre aux Troyens pour que ceux-ci lui rendent les honneurs voilà dus à un héros. C'est un héros quand même, Hector, malgré tout. Et Priam va devoir en fait s'agenouiller, ramper devant Achille pour que celui-ci lui rende la dépouille de son fils. Donc c'est vraiment l'ignominie. Vous voyez, il est là sur la fin de ses jours, il est plongé dans le malheur, et là, il doit aller s'agenouiller devant son ennemi Achille pour le supplier de lui rendre le corps de son fils. Bon, et donc alors pourquoi ce problème de Priam? Parce que du coup la vie de Priam devient le symbole en fait d'une vie qui est heureuse, qui est magnifique pendant en fait 95% de sa durée, et puis qu'un accident du hasard vient totalement détruire sur ces vieux jours. Hein. Autrement dit, c'est très difficile de juger de son bonheur et de son malheur. Et Aristote demande peut-être qu'il faut attendre la fin. Hein. Et alors, il a, pour illustrer cette idée, un autre exemple très très beau qu'on appelle le mot de Solon ou le problème de Solon. Alors je vais vous raconter cette autre anecdote où vous allez voir, on va reparler de Crésus. Crésus, vous savez, hein, c'est cette
un peu cet imbécile, enfin c'est ce roi de Lydie qui croit qu'il va pouvoir défaire les Perses, hein. Et alors avant ses aventures, Crésus avait reçu la visite de Solon. Alors Solon, c'est l'un des 7 sages de la Grèce antique, hein. C'est lui qui aurait donné à Athènes ses lois démocratiques. Il serait un peu donc le fondateur de la démocratie athénienne. Bon bref, et alors dans sa vie, il aurait fait toutes sortes de grands voyages au cours desquels il aurait ramené un peu sa sagesse. Les Grecs étaient très conscients d'être en fait un peuple un peu inférieur, de devoir leur sagesse, leur art, leur science, etc. à des sources extérieures. Et donc Solon, typiquement, c'est ça. Solon, il a acquis son savoir, sa sagesse de législateur par des voyages, parce qu'il s'est inspiré de ce qui existait ailleurs. Voilà. Et donc, au cours de ces voyages, il rencontre Crésus, le célèbre roi de Lydie, et donc Crésus le reçoit à Sardes. Je vous mets ça là. Roi de Lydie, capitale Sardes. Il reçoit donc Crésus à Sardes et là en fait il lui dit alors il lui montre tout son train magnifique, c'est-à-dire voilà, palais somptueux, ses esclaves, ses banquets, ses festins. Il est extrêmement riche, hein, du fait, vous savez bien, du fleuve Pactole qui passe dans son jardin pour ainsi dire. Et en fait voilà, il montre tous ses joujoux à Solon pour lui dire regarde, est-ce que tu as vu un peu et il lui pose la question. Il lui dit connais-tu homme plus heureux que moi, hein? Est-ce que c'est possible d'être plus heureux que moi? C'est une provocation, c'est une façon de lui dire voilà, tu me casses les oreilles avec ta philosophie, tes histoires de sagesse, etc. Regarde, moi j'ai tout. T'as vu ma Porsche, t'as vu mon harem, t'as vu mes femmes, etc. J'ai tout. Et franchement, tu vois, t'as beau nous enfumer avec ton histoire de sagesse. En fait, être heureux, c'est pas ça. Être heureux, c'est faire tout ce qu'on veut, savoir tout ce qui nous plaît, etc. Et Solon, en fait, ne lui répond pas et il lui dit attends, il faut voir la fin. Il faut voir la fin. C'est ça le mot de Solon, voir la fin. Alors Crésus comprend pas trop ce que veut dire Solon. Il est très déçu en fait par cette espèce de d'esquive. Hein, bon. Et bon, la suite vous la connaissez. Il attaque le royaume de Perse, l'empire de Perse plutôt. Suite à, vous savez, à cet oracle qu'il a mal interprété. Hein, il demande à l'oracle delphique qu'arrivera-t-il si j'attaque la Perse. Et la Pythie, pardon, à Delphes lui répond un grand empire tombera. Donc lui, il est confiant, il y va, et donc il se fait plier évidemment. Et il est là, il a été, sa capitale Sardes est tombée. Lui était très confiant, tout allait pour le mieux. Il avait l'oracle pour lui. Et donc en fait, Cyrus, son ennemi, l'empereur perse, le crucifie, parce qu'à l'époque, en fait, c'est ce qui se passe pour la mort humiliante, c'est la crucifixion. Hein. Et donc il le plante en haut d'une croix comme ça. Et alors on met le feu en plus à sa croix pour pour se débarrasser de lui. C'est et là, tout d'un coup, il se frappe le front. Enfin, je sais pas, sinon il peut peut-être pas se frapper le front, mais c'est ah mille Dieu, Solon, ça y est, j'ai compris. Il faut voir la fin. En fait, j'ai compris, ça y est, mais bon, c'est un peu trop tard, mais bon, j'ai compris. Et alors Cyrus, quand il entend ça, il est très intrigué. Alors il demande à ses gens d'aller le détacher de sa croix, donc il l'attrape et puis il le ramène comme ça mourant devant lui. Et Cyrus lui demande mais pourquoi tu parles de Solon, qu'est-ce que c'est que ton histoire? Et Crésus lui raconte en fait l'épisode de Solon, et à ce moment-là, Cyrus se dit ah cet homme est devenu sage en fait, cet homme un peu par son expérience de monter sur la croix est devenu sage, et donc il va épargner la vie de Crésus en raison de ce subit accès de lucidité sur la croix au dernier moment. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que voulait dire Solon, c'est, tu vois, le style de vie que tu mènes, Crésus, aura forcément en fait une fin sanglante, parce que un homme qui se roule ainsi dans le luxe, la richesse, la fortune, la domination, bon, il risque d'avoir en fait une fin un peu malheureuse, et donc c'est un comme Tony Montana, quoi. C'est-à-dire là, t'es content, t'es fier, t'as des cigares, du champagne et tout, mais bon, enfin, en fait, ça va mal se finir, quoi. C'est sûr, ton histoire, ça peut pas durer éternellement. Et c'est ce que comprend en fait Crésus sur la croix, que voir la fin, en fait, c'est que j'avais un ami qui disait, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. C'est-à-dire, bah voilà, en fait, tu finiras par payer le prix de ton train de vie, hein, qui aura forcément en fait une conséquence fatale. Hein, t'as un style de vie de tyran et ça se finira mal pour
toi. Et c'est ça avoir la fin, c'est-à-dire qu'en fait le bonheur qu'on a dans cette vie, qu'on ressent dans cette vie, bah, il est lié en fait à, à un style de vie qu'on a maintenant, mais dont les conséquences se feront sentir peut-être beaucoup plus tard. Donc en fait, ouais, c'est très difficile de juger de son bonheur au moment présent, et c'est ce qui fait que tout le monde a l'impression, je sais pas, d'être bon juge pour juger de son bonheur, alors qu'en fait on n'est jamais bon juge, on n'est jamais en position de juger de son propre bonheur, sauf peut-être à la toute fin. Voilà. Donc voilà, moi dans le cours, je vais soutenir la thèse, si vous voulez, que le bonheur est certes variable, mais c'est pas parce que le bonheur est relatif. Hein. Je vais essayer d'expliquer qu'en fait, si le bonheur est variable, c'est parce que le bonheur dépend de notre activité. Si on ne pourrait pas être heureux à la place d'un autre, mis dans la peau d'un autre, que ce soit Solon ou que ce soit Crésus, c'est pas parce que le bonheur est relatif. C'est parce qu'en fait, on a envie de goûter le produit de ses efforts. Le bonheur, c'est de ressentir l'effet de son activité. C'est ça qui rend heureux les hommes. Voilà. Je vous laisse ici et donc on continuera la suite dans la prochaine vidéo. On fait le grand 1. Portez-vous bien.